aussi bien du jeu vidéo, parce que vous le savez, on vit à une époque où eh bien, les jeux ressemblent de plus en plus au cinéma, et naturellement sont aussi doublés. Donc, fatalement, on va avoir avec nous, enfin, pardon, pas fatalement, mais on va avoir l'extrême honneur, eh bien, d'avoir avec nous ces comédiens sur scène, et vous allez pouvoir aussi interagir avec eux. Je vous le dis, c'est vraiment important. Nous avons installé un micro qui est ici. Vous allez venir directement sur le devant de la scène et vous allez pouvoir poser vos questions à nos comédiens qui sont derrière. Ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir comme il se doit? Eh bien, vous savez quoi? Courtoisie oblige. Je vais appeler en premier, messieurs, dames, Madame Nathalie Hobbs, s'il vous plaît. Je crois que Nathalie me fait aller là-bas. Nathalie! Ah ben... Nathalie Hobbs! Ça va Nathalie? Ça va Fred? Ça va très très bien, très heureux. C'est la première conférence qu'on fait ensemble là ce week-end. Je suis très content. Génial. Merci. Ça s'est bien passé, on parlera tout à l'heure de ton émission un petit peu quand même. C'était magique, non? C'était magique. Eh bien tant mieux, je suis très heureux pour toi. Merci. On a Nathalie, mais on va maintenant commencer avec aussi nos messieurs, s'il vous plaît, veuillez applaudir Bernard Gabet. Oh là là. Applaudissements. Il est suivi de très près par Damien Whittaker. Que des stars, quoi. Et enfin, notre dernier invité, Alexandre Julet. Oh là là. Non, il fait pas moins 15. On n'est pas en blouson, il fait pas moins 15. Ah, Nathalie, oui, il fait un peu frais, effectivement. Parce qu'on a des belles vestes tous, donc... Damien, j'allais dire, Damien, il n'a pas de veste, mais si, Damien, ça va? Ça ira, tu peux? Polaire. Ah, ça marche pas. Si, ça fonctionne. Petite polaire. Petite polaire, tranquille, tranquille. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette conférence. Hier, on a animé une petite conférence qui tournait autour des super-héros, avec nos trois invités ici masculins, donc nos trois comédiens. Donc c'était vraiment la thématique super-héros, Avengers, Spider-Man. Là, on est vraiment sur une généralité, vraiment sur le doublage au niveau du cinéma, du jeu vidéo. Merci Nathalie d'être avec nous. Et merci à vous. Je suis ravie de me joindre à ces trois héros, justement. Et de ce fait, comme je vous le disais il y a quelques instants, vous allez pouvoir participer à cette conférence. Donc si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des questions? Levez les mains pour voir un petit peu. C'est pas mal, ça va venir progressivement, croyez-moi, j'ai vraiment l'habitude de ça. Les gens au début sont un peu timides en se disant, bon, je sais pas trop si on va poser des questions. Et dès que les questions arrivent, du coup, les mains se lèvent. Ça, j'ai quand même une petite question. Donc, eh bien, vous savez quoi, on ne l'a pas fait hier, on va le faire aujourd'hui puisqu'on est sur la globalité vraiment du cinéma, séries, jeux vidéo. Donc cette fois, je vais vous poser une question générale à tous, vos débuts dans le métier de comédien, pour en arriver justement après au doublage. Mais je voudrais savoir votre passif, comment vous allez être arrivé à faire de la comédie. On va commencer par toi, Nathalie. Merci. Alors, c'est drôle parce qu'on a tourné ensemble avec Bernard. D'accord. J'étais toute petite, pas si petite d'ailleurs, mais on disait que ça s'appelait Petit Con. Et j'ai tourné avec toi. Bon, moi j'avais le rôle de petite conne aussi, mais bon, voilà. Mais non, c'était très très drôle. Et moi j'ai commencé par tourner très jeune, justement, à l'âge de 17 ans. J'ai été prise sur des castings de films, de séries, notamment une série, mais vous ne la connaissez. Ah, il y en a peut-être un ou deux qui la connaissent. Ah, on sait pas. Avec Véronique Jeannot, Pause Café, ah oui. Joël Mazin, la suite de Pause Café. Et on était ensemble. Et on était ensemble aussi. Et c'est vrai que ça a été quand même une expérience incroyable. Et puis après, j'ai tourné avec Claude Chabrol, avec différents réalisateurs, pas mal de séries télé, du théâtre. Et c'est vraiment... je parle que du comédien. Ah non, et après, pas doublage. Si, là. Après. D'abord, on passe en tant que comédienne. Et alors après... Comment tu en es arrivé à aller dans le doublage? Après, j'ai chanté, j'ai fait de la scène, j'ai chanté dans Starmania avec Morane, j'ai fait des chœurs avec Michel Fugain, mais pas le Big Bazar, hein, sinon je vous tape. Et puis, j'ai fait des enfants. Et ça occupe, tu vois, 3 ans, 3 ans et demi, ventre plus double poussette. La dernière étant dans la fratrie des trois, Émile Holmes, que vous connaissez, la petite fille d'amour, notamment la princesse Anna dans La Reine des Neiges, Mercredi, Jenny, voilà,
et qui chante merveilleusement. Bon, tu arrêtes, Nathalie, ça suffit maintenant. On parlait de toi, en fait. Pardon, oui, c'est ça. Et j'ai commencé, en fait, j'avais envie de revenir dans le métier et j'ai commencé à diriger dans les jeux vidéo chez Ubisoft. Et c'est grâce à ça que j'ai rencontré des grandes voix du doublage. Je ne connaissais pas du tout le milieu du doublage. Et petit à petit, on m'a fait faire une ou deux voix comme ça en me disant bah, Nat, t'es comédienne, vas-y. Et puis bon, il se trouvait que j'avais un certain talent, que le micro m'aimait bien et que tout d'un coup, bah, je me suis retrouvée dans ce magnifique pays du doublage et j'ai tellement, voilà, c'est tellement bonheur que voilà. C'est intéressant, Nathalie, on peut l'applaudir. On passera quelques instants à Bernard, mais ça c'est une question que je te poserai tout à l'heure et que je t'ai jamais posée en conférence alors qu'on en a fait déjà plusieurs. À chaque fois tu me dis, je suis arrivé chez Ubisoft, j'avais ça. Tout à l'heure je te poserai vraiment une question, savoir comment tu es arrivé à Ubisoft. Comment on fait, tu y répondras tout à l'heure, comment on fait la passerelle entre la comédie, le cinéma, les séries et Ubisoft. C'est deux mondes qui sont totalement différents. Bernard. Bonjour. Alors, pour moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, donc moi c'était mon rêve, donc je tiens à dire à tous ceux qui sont en province, dans des coins très éloignés, qui connaissent absolument personne dans la profession, c'était mon cas en fait, hein. Donc je rêvais de faire ce métier, et comme quoi les rêves peuvent se concrétiser, donc ça arrive. Et ça m'est arrivé, j'avais ce désir très fort d'être acteur, j'étais dans une grande banlieue perdue à l'époque du fin fond de la Seine-et-Marne, dans un village où j'avais des vaches au bout de ma rue, hein, quand même, quand je suis né, tout ça. Je rêvais de faire ce métier et il se trouve que par les hasards de la vie qui ont répondu à mon désir, j'ai été engagé du jour au lendemain sur un film qui s'intitulait Les Turlupins, donc à l'âge de 16 ans, avec un des scénaristes de François Truffaut, qui était un très grand cinéaste. Et il avait tout un groupe de scénaristes autour de lui et un de ces scénaristes a voulu réaliser son film. Et son héros, en fait, 16 ans, ça se passait dans un collège pendant la Seconde Guerre mondiale, et il cherchait des gens de 16 ans. Là, je suis arrivé sur le casting, et j'ai été choisi. Donc, ce qui est dingue, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec 60 jours de tournage, rôle principal d'un film. Le héros s'appelait Bernard, c'est assez drôle, mon prénom, le nom évidemment de ce cinéaste, et son histoire. Et à partir de là, donc, ce que je voulais dire, pourquoi je parle de ce film, parce que c'est commencé par La Grande Porte, c'est complètement incroyable. Hein. Après ça, comme c'est un film qui se passait dans les années 40, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plein de bruits contemporains, d'avions, etc. C'était pas les mêmes à l'époque, qu'on ne pouvait pas du tout utiliser. Et dans le film, il y avait plein de scènes d'extérieur, et il fallait tout post-synchroniser, ce qui n'est pas du doublage, hein, c'est-à-dire que on se retrouve dans un studio de doublage, évidemment, avec les écrans et la bande rythmo, mais c'est le texte qu'on a joué en français. Et là, c'était le cauchemar, c'était l'horreur totale, parce que moi j'avais 16 ans, j'étais totalement dans l'instinct, c'est-à-dire j'avais pas encore appris mon métier d'acteur, même si ça me faisait rêver, il fallait que j'apprenne justement à refaire. Ce que doit faire un acteur, c'est l'art de refaire. Et à chaque fois, comme si c'était la première fois, ça c'est très difficile. J'en étais totalement incapable. Et c'était l'horreur, donc on passait des heures et des heures pour essayer de retrouver quelque chose de spontané dans chaque scène. Et à la fin de ça, je dis bon là, je m'en sors pas, il faut absolument que j'apprenne cette technique-là, parce que j'étais contre en fait, c'était un cauchemar pour moi, je dis mais ça m'enlève tout, je ne sais pas du tout comment faire. Et donc la personne qui justement assurait ce qu'on appelle la direction artistique de cette pause synchro m'a dit si tu veux, on peut commencer à en faire ensemble, donc il m'a mis en relation avec des gens et là j'ai commencé donc à faire du doublage pour essayer de m'améliorer dans cette technique-là et on m'a confié des choses très vite superbes qui m'ont beaucoup intéressé. À la fois je tournais, je jouais au théâtre, je faisais mes études aussi de lettres, j'ai passé mon bac philo et puis après j'ai commencé les études d'espagnol et les études littéraires et puis en même temps je faisais tout ça et du chant. Et petit à petit, tout ça, ça a fait que j'ai à la fois continué comme acteur au théâtre, etc., au cinéma, à la télé, et aussi dans le doublage. Et, chose très importante pour moi, à la radio, à Radio France, pour France Culture, que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de pièces radiophoniques pour France Inter, pour France Culture. J'ai eu l'occasion de lire beaucoup de textes aussi dans des émissions magnifiques, et de travailler avec des grands acteurs, des grandes actrices qui
qui m'ont beaucoup inspiré. Tout ce que j'ai fait après est en fait nourri de tout ça. Tout ce qu'on fait après, c'est nourri de nos rencontres, des gens qu'on a aimés, qui nous ont impressionnés. On est comme des éponges, mais je voudrais tellement avoir ce magnétisme, ce charisme, cette manière de vivre les choses. Et tout ce que j'ai fait après a été marqué par tout ça. C'est une très longue réponse, hein, pardon. Mais tellement passionnante. C'est très très bien. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Damien. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc moi, à l'instar de Bernard, je viens de ma petite Cambrousse, au fin fond de la Bourgogne. J'ai vécu mes premières années près de Dijon. Et c'est là qu'à 17 ans, j'ai commencé à faire du théâtre au Conservatoire de Dijon. Ensuite, j'ai passé le concours de Paris. Je suis arrivé à Paris, dans un petit provincial qui ne connaissait rien. J'ai fait mes études, et puis tout ça, après tout s'est enchaîné. J'ai fait beaucoup de théâtre pendant une certaine période. Et c'est en faisant du théâtre que des gens qui travaillent dans le doublage m'ont entendu, m'ont proposé de faire un essai que j'ai fait. Et à partir de là, peu à peu, ça a mis du temps. Les choses se sont mises en place peu à peu. J'ai commencé par un premier film, j'ai rien fait pendant un an. C'était Petit meurtre entre amis, après est arrivé Trainspotting. Puis après Trainspotting, la même équipe faisait un film qui cartonnait aux États-Unis qui s'appelle Roméo et Juliette, avec un acteur qui était encore inconnu, mais donc il a fallu passer des auditions, être choisi par le réalisateur qui était Baz Luhrmann à ce moment-là. Et après est arrivé Titanic, et Titanic a été la déferlante que vous connaissez. Ça m'a ouvert les portes du doublage. Et le doublage m'a ouvert les portes d'autres choses, la pub, l'habillage pour les chaînes télé, la radio, le livre audio, voilà, beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui devant vous. Merci beaucoup, Damien. Alexandre. Oui, bonjour à tous. Ben, moi, contrairement à mes camarades, je suis un enfant de la balle, mais qui fuyait le milieu. Donc je ne connaissais pas bien le milieu. Mon grand-père était chanteur d'opérette, il avait une émission de radio pour les enfants, les jeudis après-midi. Ma maman est comédienne. Quand même. Oui, beaucoup de théâtre, beaucoup de doublage. C'est la voix de Barbara Streisand. Ben oui, maman. Bette Midler aussi, non? Bette Midler, bien sûr, oui. Et mon père avait été comédien 10 ans à peu près, dans les années 50, donc ça remonte à loin. Hein. Et moi je fuyais le milieu, on était très préservés du milieu, j'allais juste voir ma mère au théâtre, je jouais beaucoup au théâtre à l'époque, et très peu dans les studios. Moi j'étais très studieux, très sérieux, je voulais être diplomate, donc très loin de ce milieu. Je voulais absolument pas rentrer dans ce milieu que je trouvais un peu curieux, un peu bizarre. Et finalement, à 18-19 ans, pas bien dans ma peau, les études qui commençaient à me prendre la tête, j'ai fait une année de théâtre. J'avais demandé à mes parents de me trouver un bon cours de théâtre. Et là, j'ai pris goût. Et de fil en aiguille, j'ai commencé le théâtre. Et concomitamment, ma mère m'a branché dans le doublage, dans une ou deux boîtes. Et à l'époque, fin des années 80, début des années 90, il y avait énormément de travail pour les jeunes. Il y avait très peu de jeunes comédiens parce que c'était pas du tout à la mode de faire du doublage. On s'en cachait quand on allait dans les castings, on disait pas qu'on faisait du doublage. C'était que les ringards qui faisaient du doublage, etc. Mais après, ces gens qui avaient même ce discours-là, on les a souvent retrouvés au doublage quelques années plus tard. C'est ça qui était assez paradoxal et assez croustillant. Et moi, j'ai toujours pris le doublage comme une grande chance déjà. Et j'adore ça. Et grâce au travail qu'il y avait, au peu de monde qu'il y avait à l'époque, notamment des jeunes comédiens, eh bien, j'avais pu démarrer sur le tas dans le doublage, si je puis dire, avec des petits rôles, des ambiances, et de fil en aiguille, très vite, comme il y avait besoin de voix et de talents nouveaux, j'ai enchaîné les beaux rôles. Voilà. Merci Alexandre. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Alexandre. Tu disais qu'il y a quelques années, quand on faisait du doublage, on n'était pas nécessairement bien vu et autres. Comment tu expliques à l'heure actuelle, ça fait maintenant quelques années, presque bientôt 10 ans, même un peu plus, que le milieu du doublage, je ne parle pas de la comédie, mais le milieu du doublage, et cette certaine hype, que les gens aient envie de rencontrer les comédiens, les acteurs qui se cachent derrière ces voix.
y a eu un long processus parce que c'est vrai que c'était vraiment un peu la cinquième roue du carrosse de doublage dans la profession, un peu comme la pub d'ailleurs. La pub, c'est quand, je ne sais plus quelle comédienne a fait la pub pour le jambon, que tout d'un coup les autres ont commencé à en faire. Je pense qu'il y a une raison déjà économique, tout simplement, c'est que dans notre milieu, il est de plus en plus difficile de vivre du théâtre, des tournages, les prix se sont effondrés. Donc il reste quelques milieux où les prix se tiennent un petit peu. Le problème c'est que le travail n'est pas extensible. Donc ça c'est très compliqué. Et puis aussi je pense que les gens du milieu qui pouvaient être critiques, par snobisme souvent, ont découvert, je pense, comment dire, toute l'étendue des talents qu'on pouvait exposer de sa palette de jeux. La grande chance dans le doublage, c'est qu'on peut interpréter des rôles extrêmement différents de ce que nous, on semble être. Souvent, quand on arrive en cours de théâtre, on dit « tu n'échapperas pas à ton emploi », du fait de ton physique en général, de ce que tu sembles dégager, mais avec la voix, on peut dégager des choses beaucoup plus profondes, extrêmement différentes. Notre palette de jeux est extensible à l'infini quasiment, par la voix. Ce qui n'est pas le cas par le physique. Et ça, je pense que beaucoup de comédiens et de comédiennes l'ont découvert, le découvrent. Et c'est aussi pour ça que hier, je parlais de l'incarnation qu'on doit mettre dans nos personnages. Et cette incarnation, elle véhicule une émotion. Et je pense que la voix, quelquefois, peut être plus forte que l'image. Et c'est cette émotion, cette incarnation qui vient toucher le cœur et l'âme des gens qui nous écoutent, je pense. Plus que l'image, quelquefois. Merci Alexandre, effectivement, oui, bien sûr. C'est ce que j'expliquais hier, c'est ce que je disais hier. On parlait de pop culture, on parlait de voix, on a eu de très très grands comédiens dans les années 80, 90, et on a été bercé par ces voix magiques dans les dessins animés, dans les cinémas, la série, et on ne savait pas quel visage donner à ces comédiens, parce qu'on avait une envie aussi de connaître ces gens, de se dire voilà, c'est quand même eux qui donnent vie à nos personnages préférés, qui donnent vie qui incarnent ces acteurs, comme tu disais hier, ces comédiens. Donc c'était important et je trouve que c'est une très belle chose maintenant que l'on puisse rencontrer ces comédiens et qu'on puisse leur parler. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que pour ce que vous dites, cette nouvelle vision de cette activité des acteurs, c'est grâce à vous. En fait, c'est vraiment parce que le public apprécie ce travail. Je pense aussi que c'est apparu avec les DVD, avec tout ce qu'on a pu avoir après qui permettait de réécouter, réentendre, etc. Parce qu'on rencontre plein de fans, là, donc plein de gens nous racontent, j'ai grandi avec ça, j'ai réécouté en boucle, etc., etc. Donc les gens nous disent, on sent bien qu'il y a quelqu'un derrière, c'est cette personne. Il y a une personne qui me dit, avec ma mère, on a adoré votre voix. Elle me disait, mais lui, qui sait, il faut savoir qui c'est, etc. Parce qu'on ne peut pas mentir avec la voix ne ment pas. Les gens le savent, le public le sent, le sait. Et un mauvais doublage, tout le monde le sent et ne peut pas le supporter. Et ça, depuis, je crois aussi, j'ai entendu un jeu, je ne sais pas si, alors vous qui êtes ici dans cet univers, c'est vous qui pourrez mieux répondre que nous, mais il paraît qu'avec le culte des voix, des mangas, etc., il y a quelque chose qui s'est développé, on s'est dit, avec la création de voix, puisque là, il n'y a pas d'acteur à l'origine, il n'y a que des voix qu'on entend et il y a des fois des créations directement en français, il y a un engouement pour tout ce travail-là qui rend justice. Alors nous, effectivement, notre mission, c'est de nous faire oublier par rapport aux acteurs. Il ne faut pas qu'on soit gêné par la voix française. Donc c'est un travail où on doit se donner beaucoup de mal pour qu'on ait l'impression qu'ils parlent en français, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et comme vous l'appréciez, c'est ça qui fait aussi que le public, pareil, les réseaux sociaux, etc., valorise beaucoup ce travail, fait que on ne rase pas les murs. C'est vrai qu'au théâtre, ça m'est arrivé de ne pas trop le dire, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des fois dans cette activité des acteurs, des gens qui ne vont plus faire que ça, et c'est pas grave, à partir du moment où on maintient quelque chose de vivant, et on maintient le feu sacré, on peut dire. Si on s'endort là-dessus, parce que ce piège, il guette tout le monde, hein, la routine, etc., c'est un métier qui ne peut pas supporter ça, les voix deviennent mortes, et deviennent ennuyeuses, et on s'en rend compte tout de suite. Et là, il y avait, pour ce mauvais aspect, alors il faut dire aussi que les conditions de travail
quand c'est vite fait, mal écrit, mal adapté en français, injouable, avec des gens qui font n'importe comment, n'importe quoi, personne ne peut se sortir de ça. Donc ça donne des choses épouvantables, et à force, pour bien vivre, les gens s'habituent à ce travail épouvantable, et ça discrédite, et ça a donné parfois une mauvaise image. Et il y a tout un autre aspect qui est celui où les gens se donnent un mal de chien, on leur donne du temps pour faire du bon travail, et là, voilà, vous êtes la preuve que ça existe et que ça touche, et que ça donne quelque chose qui est à la hauteur, en tout cas qui essaie d'être à la hauteur des grands acteurs qu'on nous confie. Voilà. Écoute, je te dis encore une fois, Bernard, on est ultra heureux de vous avoir sur cette scène et de vous découvrir et de pouvoir vous parler. Et justement, vous allez pouvoir maintenant poser vos questions. On va commencer à prendre des questions du public pour vous. Bien, je vais regarder le monsieur qui est là. Oui, bien Zami. Alors, je t'invite à parler très proche du micro, s'il te plaît. Oui. C'est trop proche. Non, je déconne, tu peux y aller. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Avant de poser ma question, je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, Alexandre, que j'ai trouvé très touchant et que vous avez ensuite accentué dans toutes vos autres déclarations, dans la manière dont la voix venait parler à une partie de notre âme. Ça m'a rappelé quelque chose qu'avait dit Bresson sur un de ses films, sur son travail très important de la voix, que la voix c'était une passerelle vers tout un univers et c'était s'adresser à une partie de l'âme que l'image ne peut pas toujours atteindre. Et je voulais profiter de cette petite présentation pour vous vraiment, encore une fois, vous dire à quel point votre travail il est important pour tant de personnes. Et je vais déjà prendre commencer à pouvoir vous dire merci pour tout ça. Et pour ma question, c'est quelque chose que vous avez abordé, Bernard. Justement, aujourd'hui, en effet, vous venez tous d'un milieu plus ou moins théâtral ou pas, mais vous venez d'un autre monde, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous en avez parlé, Bernard, il y a les réseaux sociaux qui commencent à exploser et il y a beaucoup de jeunes comédiens et même de comédiens plus expérimentés qui tentent justement des choses à travers ces réseaux sociaux, de doublage, d'exercices de voix, que ce soit en effet à travers des redoublages de personnages, à travers des livres audio qu'ils écrivent, à travers des fictions audio. Je voulais avoir votre avis, vous, en tant que professionnel du métier et quelqu'un et vraiment des expérimentés, quel est vraiment plus en détail votre point de vue sur cette nouvelle passerelle vers ce monde du doublage et de la voix qui commence à s'ouvrir avec cette nouvelle ère des réseaux sociaux et de la création qui est partagée à l'échelle de l'Internet? Moi, je réponds pas, je suis nul en réseaux sociaux. Donc, Moi, idem, je ne suis absolument sur aucun réseau, donc je ne vois pas de Toi, Nathalie, tu peux répondre. Oui, je peux répondre. Alors, c'est une question un petit peu assez dure de répondre à cette question parce que je pense qu'il ne faut pas être manichéen dans le sens voir noir ou blanc ou du mal ou du bien dans les deux cas. C'est vrai que je dirais que c'est un peu, je reviens un petit peu à l'essence de il faut croire en ses rêves et si on a vraiment envie d'être comédien, pourquoi pas, grâce au réseau, de s'exprimer, de faire des livres, des audios, de raconter des histoires, pourquoi pas jouer. Bon, la seule chose, l'entraînement devant des trucs, des scènes, voilà, sur TikTok, etc., de faire des scènes de doublage et tout, c'est bien, mais le truc c'est qu'il faut se mettre en condition. Souvent c'est assis devant son écran, le corps est un petit peu absent de tout cet exercice, voilà. Et bien sûr aussi, et c'est le contraire que je vais dire, c'est qu'on s'inspire aussi des gens qu'on admire et que c'est quand on est tout jeune que, voilà, même quand on est peintre, on va dire « Ah, je vais peindre comme Picasso » et puis est-ce qu'on a du talent après et on va devenir une personne unique. On est chacun unique de toute façon. Donc il n'y a pas de règle. Ce que je veux dire, c'est que souvent, moi, il m'arrive de rencontrer des gens qui ont fait beaucoup de choses sur les réseaux et qui ont des voix intéressantes, etc., une énergie intéressante. Après, en conditions professionnelles de travail, il n'y a pas que ça. C'est un peu pour ça aussi que même quand on fait une pub, pour revenir à la pub, il y a une agence, il y a 10 personnes qui sont devant vous, qui vous demandent des choses parfois totalement incompréhensibles. Et c'est vrai qu'on est des éponges. Nous, on est derrière le micro, on est avec un autre comédien ou avec une comédienne, un DA, un directeur artistique qui peut parfois ne pas avoir un langage assez clair pour nous expliquer ce qu'il faut faire. On doit être très très malléable. Donc, c'est énormément de travail.
Donc c'est vrai que je ne dirais pas que je n'incite pas les gens à le faire. Après, on est libre et je trouve que c'est génial d'avoir des expressions, de pouvoir s'exprimer autrement que par un censeur qui va dire toi tu t'exprimes pas. Et ça, je trouve ça génial pour ça, les réseaux. Mais il faut juste une nuance par rapport au fait que quand ça devient un métier, eh bien pour moi, le comédien, c'est un sacerdoce, c'est vraiment une vocation avec toutes les galères qui peuvent aller dans votre vie de comédien. Et le doublage, bien sûr, on gagne bien notre vie, etc. Mais le nombre de jours où vous êtes chez vous à attendre qu'on vous appelle, ils sont parfois beaucoup plus nombreux que les jours où vous travaillez. Sauf une poignée de personnes qui travaillent beaucoup. Donc c'est pour ça que, voilà, allez au bout de vos rêves, mais c'est un leurre aussi de se dire qu'on peut exceller dans 2 ou 3 vidéos TikTok où on a assuré un truc, mais après quand on est en plateau, c'est un peu différent. Voilà. Merci. Merci à toi. On va reprendre une autre question du public. Oui. Bonjour. Bonjour, comme vous le savez, je suis comédien amateur. Pour certains, on s'est déjà vu plusieurs fois, à plusieurs occasions, parce que c'est ma 558e convention aujourd'hui. Wow. Ça fait 13 ans que je fais des conventions et j'en suis à ma 558e T'as aujourd'hui. gagné au loto, Sylvain, ou quoi? C'est le Guinness des records qui nous parle en direct. C'est ça. Et du coup, ma question c'était, est-ce que vous avez déjà eu des personnages particuliers, c'est-à-dire, je pense par exemple à Pierre Tessier qui a doublé un canard dans une série, à Emmanuel Curti qui a doublé un WC qui chante dans une pub, etc. Est-ce que vous avez des personnages particuliers? Et une deuxième question, est-ce que vous avez déjà rencontré un acteur ou une actrice que vous avez doublé? Je pense à Nathalie Guillaume qui a rencontré Lana Parrilla. Pour vous, messieurs, est-ce que vous avez rencontré des comédiens aussi que vous avez doublés? Alors, moi je peux répondre. J'ai rencontré 2 comédiens que j'ai doublés. J'ai doublé une série qui s'appelle Viking sur Canal+. Je doublais un personnage qui s'appelle Athelstan, qui était le prêtre kidnappé par les Vikings. C'est un acteur anglais, très très sympathique, qu'on a revu après dans la série Versailles, aussi pareil sur Canal. Et on s'est rencontrés, et c'était d'ailleurs très sympa parce qu'il parlait beaucoup mieux français que moi anglais. Et c'est drôle parce qu'il me disait qu'il continuait de tourner, mais qu'il commençait aussi à faire du doublage à Londres, et qu'il adorait ça. Voilà, j'ai rencontré aussi Leonardo DiCaprio, puisque je double assez régulièrement. Mais là-dessus, en fait, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous avez rencontré l'acteur dont vous assurez la voix? Moi, j'ai envie de vous dire, dites-vous bien une chose, c'est que les comédiens américains ne comprennent pas que le reste de la planète ne parle pas anglais. Donc, je pense que pour eux, c'est un exercice très bizarre ce qu'on fait. Parce qu'on enlève une partie de leur travail, on enlève leur voix, ils gardent leur physique, mais voilà, leur voix devient française, mais c'est pas leur voix. Donc pour eux, c'est un petit peu étrange. Donc je pense qu'il y a un intérêt poli à notre rencontre, mais il n'y a pas de fascination. Voilà. Donc quand j'ai rencontré Leonardo, c'était très sympa, on a discuté 2 minutes, on a fait une petite photo ensemble, mais voilà, ça n'a pas été plus loin. Et je vais ajouter une petite chose, si vous voulez. Alors, exception qui confirme la règle, quand un acteur américain parle français, ce qui est excessivement rare, mais ça arrive. Alors, il y a un acteur un peu connu qui a tourné dans une saga, vous connaissez peut-être Le Seigneur des Anneaux, qui a eu un peu de succès, et qui s'appelle Viggo Mortensen, donc acteur magnifique. Donc, il parle au moins 4 ou 5 langues, parle très bien français. Et donc il écoute, on l'a appris par le distributeur, il écoute ce qui s'est fait en français, il a félicité la directrice artistique et un jour je me suis retrouvé, puisqu'il a réalisé 2 films, comme vous savez, et j'avais été invité à la projection, à l'avant-première de son 2e film, là, qui est Jusqu'au bout du monde, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc on me l'a présenté, donc là comme il écoute, etc., on s'est serré la main, donc évidemment on passe pas des heures, et là c'était pas poli, il m'a dit vraiment sérieusement dans les yeux, merci pour ton travail. Et là, ça fait tout drôle. Parce que, là, on a quand même des frissons, parce qu'on a quand même quelqu'un de cette envergure, qui est un acteur tellement exceptionnel, qui a écouté, qui apprécie, qui parle la langue et qui reconnaît ce travail. Là, c'est des belles choses dans la vie quand même, ça. Bon, bah, moi j'ai vécu un moment exceptionnel, hein. J'ai cuisiné avec l'actrice que je double. Un truc improbable. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, elle m'a dit « You are dubbing me, I'm dubbing you ». Tu vois, genre, elle m'a carrément dit qu'elle me kiffait grave et qu'elle adorait ma voix, enfin, sa voix française.
Et donc, mais là, c'était Once of a Lifetime. Hein. Bon, moi, je parle anglais, elle parle un peu français, donc on a quand même pu échanger. Bisous, bisous. On adore Paris et la cuisine. Mais c'est vrai que bon, là, c'était exceptionnel. Mais je suis tout à fait d'accord que ce sont des exceptions. Évidemment que en plus, les Américains, ils n'ont jamais le temps. Voilà, on les croise à une convention, on fait une photo. Mais ils sont très contents, mais je veux dire, ça fait partie de leur job, et voilà, enfin voilà, c'est la vie, quoi. Mais comme nous, d'ailleurs, pardon, les gars, hein, ça fait partie de notre job aussi, et parfois on double des acteurs qu'on adore, mais d'autres qui sont un peu moins bons, on ne double pas que des qui adorent non plus. C'est vous, oui, alors à moi, bon, ok, alors moi je double pas que des super actrices, d'accord les gars, ok, oui, c'est des super héros, laisse tomber. Il a rien dit, Bernard. Il est comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. C'est faux. Non, voilà. Ok. Pour la blague. Moi, juste rencontré vite fait pour la sortie du deuxième ou du troisième Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, où on nous a présenté. Et comme tu le disais très justement, aussi, voilà, ils sont très polis avec nous. Mais voilà, c'est eux les stars, hein, c'est pas nous. Mais ils sont toujours très, très polis, très à l'écoute. On se dit, on s'échange 3 mots et voilà, c'est sympa. Et sinon, pour revenir à l'autre partie de ta question, des rôles un peu rigolos, où j'ai une anecdote qui me revient, c'est à mes tout débuts, je ne sais plus le nom du film, mais je faisais des petites ambiances, des petits rôles, c'était au début. Et c'est un film où au début, il y a des petits spermatozoïdes qui vont vers l'ovule. C'est Woody Allen, ça, non? Non, c'est... Ouais, dans Allô, maman, ici. Allô, maman, quelque chose. Et voilà, et après je faisais d'autres petits rôles comme ça. Et je reçois mon bulletin de salaire à la fin du mois. Marqué rôle spermatozoïde. Alors là, je me suis dit, ça commence bien le boulot. Cadrer le truc. Ça remet les pendules à l'heure. Voilà, on est très peu de choses. Ok. Merci beaucoup. J'aimerais juste vous remercier parce qu'en fait, grâce à vous, vous m'inspirez. Je suis jeune comédien, j'ai fait une troupe de théâtre. Et depuis septembre, là, depuis le mois dernier, j'ai commencé mes cours de théâtre avec Claude Mathieu, grâce à Adrien Marmande qui m'a recommandé à cette école-là parce que je voulais faire pour Florent, mais c'était trop cher, etc. Adrien Marmande a été adorable, il m'a aidé à aller vers cette école-là. Et grâce à Boris Rélinger aussi qui m'a aidé à passer des essais pour des trucs, pour des pièces de théâtre, qui m'a aidé à articuler, à faire des exercices, etc. Donc je les remercie et pourquoi pas un jour jouer avec eux, ce sera Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toi. Merci. C'est très important ce que vous dites. Il y a quelques années, quand on rencontrait des gens et des jeunes que ça fascine, en fait, beaucoup de gens, à juste titre, sont fascinés par cette activité du cinéma, c'est comme ça qui fait rêver, le doublage et du cinéma à travers le doublage, etc. Il y avait plein de gens qui pensaient comme ça a l'air facile, qu'on peut le faire devant sa télé, ça marche dans la famille, etc. Et que ça peut se faire comme ça. Et on expliquait constamment, mais non, c'est un métier, ça s'apprend, etc. Et là, beaucoup de gens, on en a rencontré beaucoup, en tout cas moi, qui sont venus là aux dédicaces, qui sont jeunes actrices, acteurs, qui essaient de commencer dans cette voie, et dans tous les sens du terme d'ailleurs, et qui nous disent, écoutez, là on prend des cours, je suis en 2e année, 3e année, on n'entendait pas du tout ça, donc ça, je voudrais saluer aussi toutes les informations qui ont été données, parce que c'est pas faire rêver un miroir aux alouettes en disant allez-y c'est facile, c'est le contraire, c'est très difficile, et de commencer par ça, puisque ce qu'on va demander dans le studio c'est est-ce que vous êtes acteur, est-ce que vous avez joué, est-ce que vous avez une formation mais les gens étaient au départ complètement ahuris par cette question parce qu'ils pensaient qu'on y entrait comme ça, et là je vais saluer cet aspect là aussi, c'est que ça a beaucoup évolué. Maintenant les gens qui viennent nous voir nous disent je prends des cours, j'essaie d'apprendre, ça me plairait beaucoup de faire ça, mais ils commencent par la bonne étape, je dirais. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions. On va en prendre une autre aussi. Oui. Il faut que tu prennes le micro, s'il te plaît. Non, vas-y. Non, je disais, moi ma question à tous les 4, là, je vois ton regard depuis tout à l'heure me fixer, comme je regarde un peu partout. Ma question est, alors, quels sont les films quels sont les films dans lesquels vous avez doublé
marqué et pourquoi? Vous avez la journée? Bien sûr, je pense. Non, allez, moi, vite fait, ce qui m'a vraiment bien marqué, c'est Breaking Bad, le rôle de Jesse. C'est un rôle que je cite souvent, c'est vraiment une série magnifique, avec un rôle qui, a priori, n'était pas fait pour moi et dans lequel je me suis vraiment mis dedans assez curieusement, assez facilement, alors que c'est un univers qui est aux antipodes de ce que je suis et qui est aux antipodes de mon univers. Et ça, j'ai adoré cette série. Fabien? Bah, moi, je pense que ça va étonner personne. Le film qui m'a laissé le plus gros souvenir, ça reste Le Loup de Wall Street. C'était en plus, ça correspondait au moment où je revenais sur DiCaprio, puisque pendant 5 films, juste avant, les studios avaient pris une autre voie. Ils m'ont fait revenir à ce moment-là, donc je me suis battu comme un dingue sur ce film parce que toutes les scènes étaient... c'était vraiment un boulot monstrueux. C'était un rythme de travail monstrueux, c'était du 9h, 20h. Pendant 15 jours, samedi inclus, c'était des scènes qui me laissaient complètement épuisé et aphone. Je rentrais tous les soirs chez moi, avec le bois. Donc quand c'est comme ça, là, on dort beaucoup pour récupérer. Et puis voilà, ça reste quand même le souvenir de ma vie de doublage. Là, donc t'en as pas mal, toi, donc... Oui, mais celui-là, ça reste vraiment particulier. Ouais. Ça a été une tannée. C'est un bonheur. Je suis très content de l'entendre, mais à faire, j'en ai quand même pas. Ouais. Alors, je prends la suite. Alors, il y en a beaucoup, hein, des très grands souvenirs, et puis c'est l'association de très grands acteurs avec des très grands films, et c'est l'ensemble en fait qui nous marque profondément. Scorsese, évidemment, moi j'ai un très grand souvenir avec Les Affranchis, d'avoir doublé Ray Liotta, de passer 3 semaines dans une œuvre pareille, c'est comme un stage de cinéma, chaque plan c'est fascinant d'essayer de voir comment il fait arriver la vie dans chaque plan, c'est un maître absolument incroyable, Scorsese. Moi j'ai été très marqué par un très beau film qui est Au nom du père de Jim Sheridan avec un acteur qui s'appelle Daniel Day-Lewis que tout le monde doit connaître, que j'ai doublé beaucoup depuis et qui est un très grand film, voilà. Ça c'est immense souvenir. Sherlock Holmes, bien sûr, Robert Downey Jr., ça c'est inoubliable et c'est un plaisir immense, de même que dans une mini-série récente qui s'intitule Le Sympathisant, où il est extraordinaire, il joue 4 rôles différents, là c'est des kiffs d'acteurs absolument incroyables. Il y a des films parfois qui ont moins de succès, qui sont sortis en DVD, qui sont des splendeurs. Par exemple, Viggo Mortensen dans Capitaine à la Triste, qui est un film espagnol, qui est une splendeur que peu de gens connaissent, mais qui laisse des souvenirs où à chaque plan on est émerveillé par tout ce qui se passe, quoi, voilà. Et il y en a beaucoup d'autres, hein, voilà, l'idéaliste, je parle que des films moins connus parce que évidemment les célèbres on les aime et on n'est pas les seuls. Il y a un film de Coppola, donc grand cinéaste, hein, que vous connaissez tous. Il y a un film moins connu qui s'intitule L'idéaliste, où j'avais doublé Matt Damon à l'époque, avant qu'il soit superstar, il était déjà connu. Et c'était il y a longtemps, et c'est un film exceptionnel, vraiment, où il y a l'acteur John Voight qui est inoubliable, très grand film, qui m'a beaucoup touché, ou alors des films d'auteurs, moi qui me touchent beaucoup, comme des films de Raoul Ruiz, comme Les Mystères de Lisbonne, aussi, c'est des films qu'on voit moins, qui pour moi ont une qualité, une originalité, une recherche de la surprise à chaque instant, dans une manière de faire avec 3 fois rien qui est renversante pour moi. Voilà. Merci Bernard. Merci beaucoup pour ta question. Merci vraiment les gars et continuez ce que vous faites, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va être notre dernière question. Je vais poser une dernière question parce que nous répondons déjà presque 13h30. Et sachez que... Alors Nathalie a dû nous quitter puisqu'elle avait un photocall avec Lana Parrilla. Juste avant que Lana Parrilla vienne sur scène d'ici quelques instants. Donc c'est pour ça. Petite dernière question, vraiment très personnelle, quand on a l'habitude de jouer, d'incarner un comédien que l'on connaît très bien et autres, qu'on lui donne tout son cœur, tout son âme, sa voix, est-ce qu'il y a un affect qui se crée avec ces comédiens? Est-ce qu'on a une impression, en tant que comédien soi-même, de le connaître un petit peu, d'être avec lui
on peut, quand on suit un comédien comme ça pendant de nombreux films, ce qui est touchant, c'est qu'on voit son évolution, mais en même temps, je dirais qu'on ne s'habitue jamais, parce que quand les comédiens sont forts, ils changent à chaque fois. À chaque fois, c'est un nouveau personnage. Pour Leonardo DiCaprio, je l'ai vu bouger, et à chaque fois, il m'étonne. Donc, et l'affect qu'on met, effectivement, il y a de l'affect, bien sûr, parce qu'on y met tout son cœur, on y met toute sa sensibilité, on y met toutes ses émotions personnelles aussi, parce que quand on voit jusqu'où il est capable d'aller, il est hors de question de s'épargner quoi que ce soit. Donc à un moment, moi j'avais plutôt l'impression de me foutre à poil à chaque fois que je me mets dans certains états pour être à sa hauteur. Et puis ben oui, il y a de l'affect, il y a de l'affect. Il y a de l'affect et en même temps il y a une profonde admiration parce qu'à chaque fois on est étonné. Ok, merci. Bernard, oui, alors c'est vrai que c'est extrêmement intime comme relation à l'écran, à l'image, parce que il faut quand même imaginer, c'est quand même une expérience de vie très étrange, c'est très bizarre. On a une image, un être humain à l'écran, et notre voix va sortir de cette personne comme si elle sortait de lui. Donc c'est déjà très très troublant d'écouter dans sa version originale et de voir qu'après, petit à petit, alors il y a une expression qui est cliché, qui est très souvent posée aux acteurs sur scène ou à l'écran quand on leur dit alors comment on fait pour rentrer dans la peau du personnage, et à chaque fois, invariablement, les acteurs disent mais non, le personnage n'a pas de peau, c'est nous qui avons la peau et on cherche évidemment de quoi est fait cette peau, mais c'est a priori notre corps et notre être qu'on a choisi. Là, en revanche, avec le doublage, en fait, on va dans la peau de ces gens, puisqu'on entre dans leur corps, puisque notre voix sort de leur corps, c'est notre respiration qui va faire qu'on a l'impression que c'est eux qui respirent, donc c'est vraiment au plus intime, et effectivement, à force, on finit, parce que nous on cherche, on ne sait pas, toujours, on n'a pas la clé de ce qu'ils jouent. Les Collants sont tous ces très grands acteurs, ils ont une immense qualité, c'est qu'ils jouent plusieurs choses à la fois. Donc comme nous tous, hein, donc il y a toujours un arrière-plan, il y a ce qu'ils disent en surface, il y a des choses qu'on doit essayer nous de trouver, qui n'est pas seulement le texte et ce que dit le texte, mais souvent bien autre chose qui est en dessous. Et on fait une enquête pour chercher tout ça, et quand on les connaît, bah, on finit par identifier très très vite ça. C'est un grand plaisir aussi de les retrouver parce qu'on connaît leur pulsion de jeu, on connaît leur manière d'exprimer certaines choses, et en même temps on apprécie au plus près ce qu'ils ont travaillé pour s'adapter au personnage. Et nous, comme on le fait, le refait, on peut savourer ça parce que c'est des légers décalages qu'on peut apprécier voilà, en profondeur. Merci Bernard. Alexandre. C'est sûr qu'il y a une forme d'identification, mais qui s'arrête évidemment quand on sort du studio et qu'on arrête le rôle, hein, parce qu'il ne faut pas tomber schizophrène. Mais effectivement, souvent on chope un personnage par le regard de l'acteur. C'est dans le regard que beaucoup de choses passent, le body language aussi, toutes ces attitudes physiques qu'ils trouvent eux-mêmes. Et c'est un peu rentrer dans leur cerveau, dans leur tête, que de rentrer dans leur regard, par leur regard, dans ce rôle. On essaye, encore une fois, d'incarner, d'interpréter. Et c'est toujours, quand ça matche bien, quand on sent une personnalité qui vous correspond, c'est toujours un plaisir de les retrouver sur d'autres rôles, parce que c'est souvent, on a cette chance-là d'interpréter de formidables comédiens qui ont une palette de jeux énorme. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est un challenge énorme à chaque fois d'essayer de me mettre à la hauteur, quoi. Merci Alexandre. Je voudrais pour conclure aussi, parce que vous êtes beaucoup de jeunes ici, dire à quel point tout ça, là, tout ce dont on parle, c'est de la culture. La culture, c'est très important parce qu'on est dans un pays où ça a été très soutenu depuis le Conseil de la Résistance, après-guerre, qui a fait qu'il y a tout ce qu'on est, tout ce qu'on a pu être au théâtre, etc. Ça vient des moyens du service public qui s'est mobilisé, qui a donné de l'argent. D'autres pays n'ont pas cette chance, il faut le savoir. Tout ce dont on profite dans ce pays, c'est cette histoire. Et moi, je voudrais dire que vous êtes jeunes, vous votez. Je ne vais pas faire du tout d'annonce de vote ni quoi que ce soit, mais c'est très important dans vos choix que vous sachiez que si la culture disparaît, c'est tout ça qui disparaît. Nous, on disparaît aussi, parce qu'il faut savoir que il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de tout ça, quand il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de radio, les radios publiques, les services publics, c'est terminé.
Ça paraît rien quand on l'a, mais quand on l'a plus, on se rend compte de l'abîme que c'est. Et je voudrais dire, comme je joue en ce moment Albert Camus, si vous me permettez, il y a des grands hommes qui se sont battus toujours pour ça. Ça fait 1 minute, mais je voudrais le dire parce que c'est un combat qu'on a tous à travers ce qu'on fait pour en fait se battre pour ce qui nous relie tous les uns les autres et pas ce qui nous sépare. Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaine les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà tout. Albert Camus. Merci beaucoup, Bernard. Messieurs, dames, s'il vous plaît, venez applaudir comme il se doit Bernard Gabé, Camille-Henri Coquin et Alexandre Gillet, ainsi que Nathalie qui nous a quittés malheureusement. Merci. Elle va quitté pour partir en protocole, attention. Merci beaucoup, messieurs, et merci Nathalie pour cette conférence, merci pour l'accueil, merci à vous aussi, public du Paris Manga. On vous retrouve en dédicace d'ici quelques instants. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à aller rencontrer nos comédiens. Il sera un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle que d'ici 10 minutes, il y aura la conférence là dans Paris à